Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Véronique. De l'Office québécois de la langue française, l'utilisation du français au travail est en baisse au Québec. C'est désolant. Est-ce que c'est étonnant? Étonnant, je suis pas étonnée, là, je m'attends à ces chiffres-là, mais c'est toujours désolant. On est toujours un peu découragé lorsqu'on voit ces chiffres-là. Puis moi, il y a un constat là, qui m'a sauté aux yeux, puis honnêtement, là, j'ai vraiment pas aimé ça. C'est celui de la préférence des jeunes, 18-34 ans par rapport aux 55 ans et plus, de la langue utilisée au travail. Là, on voit que ça diminue vraiment là, des plus vieux aux plus jeunes. Là, la préférence, tu sais, on passe à, oui, le français, c'est important, le français, à quelque chose comme 78 à 79 puis ça descend à 71 entre les 18-34 ans. Puis là, je me pose la question, est-ce que les 18-34 ans ne se sentent pas liés à ce combat pour le français? Est-ce qu'ils ne se sentent pas menacés par l'anglicisation rampante? Est-ce qu'ils considèrent que finalement, aujourd'hui, travailler en anglais, c'est bien normal? Parce que ici, on parle de préférence. Donc, ce qui dit pour moi, quand on dit préférence, c'est qu'on parle ici de la priorité, du sentiment d'urgence pour le français. Et c'est là mon inquiétude, parce que ces jeunes-là vont finir par vieillir, mais les chiffres, ils vont pas changer. Parce que quand on prend une habitude à travailler en anglais, en français ou en franglais, là, c'est une habitude qu'on prend pour la vie. Et on le voit là à l'écran aussi à Montréal. C'est là que le pourcentage d'adultes qui travaillent en français est le plus faible. Oui, et c'est décevant, mais en même temps, on peut aussi le comprendre. C'est la métropole. C'est là où il y a la plus grande communauté anglophone également. En fait, on peut le comprendre. C'est pas tant le comprendre que l'expliquer. On peut l'expliquer par cette manière-là. C'est la ville cosmopolite, métropolitaine, où évidemment, il y a aussi une question de tourisme. On peut pas parler aux touristes en français s'ils parlent pas français. Là, on va se dire aussi les vraies choses. Là, c'est pas la même chose. Donc, c'est normal qu'il y ait aussi un certain niveau de service à la clientèle en anglais à Montréal, notamment en transport en commun pour répondre à tout le monde. Là. Tout le monde n'habite pas au Québec et n'est pas tenu à parler français, là, un peu comme lorsque des Américains vont à Paris. Là, ils n'essayent pas de commander en français, ils vont commander en anglais. C'est aussi ça. Mais il faut porter attention à ça. Puis le travail, là, c'est un catalyseur de la langue française. On passe tellement de temps au travail dans une journée qu'on ne peut pas se permettre de faire de nos milieux professionnels des milieux d'anglicisation, des milieux où on ne fait pas la promotion du français, où on ne dit pas que c'est important, pas juste de vivre en français, mais de travailler en français et de socialiser en français. C'est comme ça qu'on garde une langue vivante. Et donc, d'après toi, c'est au patron, aux dirigeants d'envoyer tout le le monde. message? Ah, mais je pense que c'est à tout le monde. C'est aussi à l'employé. Et l'employé qui sent le besoin de parler à son patron ou à son collègue en anglais, là, il doit arrêter de sentir ce besoin-là. Il faut qu'il impose en français. Puis le patron, lui, il doit donner l'exemple. Et c'est comme ça que ça va. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il faut qu'on exige le français partout, tout le temps, en tout temps, si on veut le faire respecter. Yasmine, ce soir, Joe Biden va livrer son discours à la nation. C'est très attendu et il devrait annoncer qu'il a ordonné à l'armée américaine d'établir un port à Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. On applaudit, on est content. Évidemment, il y a du monde qui sont en train de mourir de faim. À l'heure qu'on parle, là, il y a du monde qui sont en train de mourir de faim. Il y a du monde qui sont en train de s'entretuer pour une gorgée d'eau puis un morceau de pain. Là, les États-Unis, ils commencent à sentir la soupe chaude. Là. Puis on commence à le sentir aussi d'un point de vue de politique interne parce que les primaires, le Super Tuesday, ça vient de passer. Puis Joe Biden, il a probablement entendu cette frustration, non seulement des jeunes, mais de la communauté arabo-musulmane qui disent, là, assez, c'est assez. Là, les États-Unis vont se retrouver à armer Israël d'un côté, parce qu'ils leur donnent des armes, puis à finalement aider de manière humanitaire les Gazaouis de l'autre. Comment Israël va réagir à cette annonce-là? Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que est-ce que ça va être vu comme les États-Unis qui défient Israël, qui finalement s'éloignent d'Israël, qui sont en train de mettre Israël finalement le mettre de côté? J'ai hâte de voir comment ça va être perçu, mais
j'espère que tout le monde est d'accord qu'il y a une situation humanitaire qui est absolument désastreuse, une famine, puis qu'on peut pas juste rester complètement indifférent à des enfants qui sont en train de mourir de faim et de soif parce qu'on a décidé de les affamer et de les assoiffer. Et comme je disais, c'est un discours qui est très attendu, ça, ce soir. Ah oui. Ah, je vais suivre ça, là, minute par minute. C'est Noël pour toi. Merci, Yasmine. Ah oui, Noël, Super Bowl et Oui, tout. c'est ça. Merci, à bientôt. Bye, Véronique. Bye.